d'autres suivent aveuglément la vérité, rappelle-toi, rien n'est vrai. Là où d'autres sont limités par la morale ou la loi, rappelle-toi que tout est permis. Cette phrase qui résume ce qu'est le credo des assassins trouve ses origines à une époque troublée où le mal se cachait derrière des masques et où le concept de libre arbitre n'était pas défendu. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série qui retrace le lore de la licence Assassin's Creed développée par Ubisoft. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau avec Assassin's Creed Origins. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qui parle d'Assassin's Creed Odyssey qui se passe chronologiquement avant. Le lien de la vidéo est en description. C'est parti. Ils sont les premiers à se faire appeler les assassins. Déjà, de quoi on parle? Assassin's Creed Origins est le 10e jeu de la trame principale sorti le 27 octobre 2017. Il a été très bien accueilli au moment de sa sortie avec de bonnes notes sur Metacritic. Ce jeu occupe une place importante dans l'histoire de la licence, aussi bien dans le jeu que derrière sa création. En effet, à ce moment-là, la licence souffre encore des résultats de la sortie d'Assassin's Creed Unity qui n'ont pas été arrangés par la sortie d'Assassin's Creed Syndicate. Les équipes d'Ubisoft comprennent alors que si la série n'évolue pas, elle disparaît. Alors Assassin's Creed Origins avait pour but de sauver la licence en lui apportant un vent nouveau, aussi bien en termes de temps de production, fini le rythme d'un jeu par an, qu'en termes de gameplay. C'est le premier jeu de la licence à s'orienter RPG, ce qui donnera l'exemple pour Odyssey et Valhalla qui reprendront ce système. Et on peut dire que le résultat était au rendez-vous. Durant les 7 premiers jours suivant sa sortie, le jeu s'est écoulé à plus de 1 506 819 copies dans le monde. Et en mai 2020, Ubisoft avait annoncé que le jeu s'était vendu à plus de 10 millions d'unités. C'est vraiment énorme. Mais en vrai, rien de plus normal pour un jeu comme celui-ci. Assassin's Creed Origins est un chef-d'œuvre en scénaristique qui nous ramènera en Égypte antique entre 49 et 47 avant Jésus-Christ. Le jeu se situe dans une période de grande turbulence politique et sociale, marquée par le déclin de l'Égypte ptolémaïque et la montée en puissance de l'Empire romain. Pour mettre un peu de contexte, le jeu se déroule sous l'Égypte ptolémaïque instaurée en 323 avant Jésus-Christ par un général d'Alexandre le Grand qui est Ptolémée Ier. À la fin du 1er siècle avant notre ère, l'Égypte est affaiblie par des luttes internes et une dépendance croissante vis-à-vis de Rome qui voyait en l'Égypte une source importante de blé et de richesses à exploiter. La société égyptienne était quant à elle marquée par la misère, avec de lourdes taxes imposées par les souverains et des révoltes contre le pouvoir ptolémaïque. Et tous ces événements mis bout à bout dans une Égypte fracturée par des intrigues politiques et une présence romaine de plus en plus forte servent parfaitement de toile de fond à l'histoire d'Assassin's Creed Origins. Et vraiment, là je vous le dis du fond du cœur, mais ce jeu c'est un vrai chef-d'œuvre. Que ce soit graphiquement ou en termes d'histoire, pour moi il n'y a vraiment pas mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais ce jeu pour moi, waouh. Dans ce jeu, nous incarnons Bayek de Siwa, le dernier des Medjay. Mais qu'est-ce qu'un Medjay? Je vais vous expliquer. À l'origine, les Medjay étaient les habitants du Medja, une région située dans le nord du Soudan actuel. Au fil du temps, le terme Medjay a évolué pour désigner une unité d'élite au sein de l'armée égyptienne antique qui jouait un rôle crucial dans la protection du pays et de ses dirigeants. Si on devait le transposer de nos jours, je pense que l'on pourrait les comparer à nos policiers. Et dans ce jeu, Bayek de Siwa est le dernier d'entre eux. Bayek est un guerrier noble au service du peuple et originaire de l'oasis de Siwa. Après un terrible drame, il partira seul dans une quête de vengeance qui l'amènera à traquer un groupe de personnes qui est l'Ordre des Anciens, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente sur Assassin's Creed Odyssey. Ce jeu a pour objectif, comme son nom l'indique, de raconter les origines de la confrérie des assassins, ainsi que de son combat contre l'Ordre des Anciens qui deviendra plus tard l'Ordre des Templiers. Et très honnêtement, en ce qui me concerne, j'adore quand une licence déjà en place raconte les origines de son lore. Ça a pas mal joué pour faire de ce jeu mon préféré de tous les temps, tout genre confondu. Pour citer d'autres exemples de ce que je viens de vous dire, je pourrais vous parler par exemple de Zelda Skyward Sword qui raconte la genèse de la licence The Legend of Zelda. Ou encore pour sortir du jeu vidéo, je pourrais vous parler de l'histoire de l'Avatar One dans la légende de Korra qui nous raconte comment a commencé le cycle de l'Avatar et pourquoi. Non vraiment je vous le dis, quand une œuvre raconte ses origines, j'aime vraiment beaucoup ça. Un dernier détail, vous remarquerez que contrairement à la vidéo précédente, j'aurai beaucoup plus de choses à dire, car là on rentre dans le dur. Niveau connexion avec le lore, on fait difficilement mieux que ce jeu. Bon, je pense que je vous ai bien introduit le jeu, maintenant on peut passer à l'histoire de cette masterclass qu'est Assassin's Creed Origins. Mais avant de commencer, je remercie la chaîne YouTube Game Movie Land où je prends tous les extraits du jeu pour illustrer ce que je raconte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une chaîne YouTube incroyable qui transforme en film n'importe quel jeu solo grâce aux cinématiques accompagnées de gameplay. Il y a de tout, vous trouverez forcément votre bonheur. Le jeu s'ouvre en 49 avant Jésus-Christ avec une magnifique cinématique qui pose le décor. On y voit la vie de certains habitants qui se préparent à accueillir le pharaon Ptolémée. Mais la cinématique est soudainement interrompue et nous reprend un an plus tard dans la pyramide rhomboïdale qui est un édifice construit en l'honneur du roi Snéfrou à Dachour. On y découvre alors Bayek de Siwa qui s'apprête à mettre fin à la vie d'un homme du nom de Rujek qui n'est autre qu'un membre de l'ordre des anciens parmi lesquels il se fait appeler le Héron, dans une cinématique qui vraiment transpire la classe. On te trouvera. On te trouvera dans ton sommeil. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là.
Souvenez-vous, on avait déjà parlé de l'ordre des anciens dans la vidéo précédente sur Assassin's Creed Odyssey, mais cette fois-ci ce sont eux les ennemis principaux dans ce jeu. Cet ordre opère par un système de hiérarchie, chacun se cachant derrière un masque et le nom d'un animal comme par exemple le héron, la hyène, le crocodile et le lion pour n'en citer que quelques-uns. Ensuite, un combat se lance contre le terrible Hippatos, garde du corps de Rujek qui même après la mort de son maître lui restera fidèle en engageant un combat à mort contre Bayek. Ce combat fait office de tutoriel pour nous apprendre les nouvelles mécaniques de combat qui viennent avec le système de RPG que ce jeu introduit pour la première fois dans la licence. En sortant du temple, Bayek retrouve un de ses plus anciens amis, un autre Medjay du nom d'Ebzefa, gardien de Siwa. Cela faisait des mois que les deux amis ne s'étaient pas revus, donc les retrouvailles sont joyeuses. Enfin, jusqu'à ce que Ebzefa explique la situation de Siwa à Bayek. Mais le retour à sa ville natale n'a rien de nostalgique. En réalité, l'une des cibles de Bayek se trouve à Siwa, un homme terrible du nom de Medunamun, aussi connu sous le nom de Libis. Il est arrivé un jour à Siwa, portant avec lui l'espoir pour ses habitants, pour mieux cacher son côté violent et manipulateur avec lequel il fait vivre un enfer aux habitants. Un adversaire qui à première vue peut paraître faible, mais qui en réalité cache un monstre redoutable. Mais heureusement pour lui, Bayek n'est pas seul. Il peut toujours compter sur l'aide de son ami la plus fidèle, un aigle de Bonelli du nom de Senu. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo sur Assassin's Creed Odyssey, j'avais fait un aparté sur ce système de gameplay qui trouve son origine dans ce jeu. Sans mauvais jeu de mots, l'aigle permet à la manière d'un drone de survoler les environs pour y découvrir des lieux d'intérêt, des ennemis et même des trésors. Une fois prêt au combat et remis de ses blessures, Bayek mit fin à la vie de Medunamun en lui explosant le crâne à l'aide d'un artefact mystérieux. Ceci nous permettra d'en apprendre plus sur le passé de Bayek. Mais avant, je voudrais faire un petit point sur un détail très intéressant de la licence. Le principe même de la licence Assassin's Creed est de raconter l'histoire de personnes qui revivent les souvenirs d'autres personnes déjà décédées via leur mémoire génétique dans un appareil appelé Animus. Cet appareil à la pointe de la technologie permet à celui qui y entre de revivre les moments les plus marquants de la vie d'une personne décédée à travers ses yeux, reproduisant ainsi les effets, l'odeur et les sensations vécues par l'ancêtre en son temps. Pour ne pas brusquer la personne qui va dans l'Animus, elle fait d'abord un passage obligatoire dans un espace vide coupé de la réalité que l'on appelle la White Room, car dans la plupart des jeux cet espace est blanc, même si certains jeux comme Origins ou Valhalla ont plutôt opté pour le noir. Cette zone fait office pour le joueur d'écran de chargement, mais les développeurs de chez Ubisoft ont trouvé une autre utilité à ces fameuses White Rooms. Dans la plupart des jeux, lorsque votre personnage assassine sa cible, alors la White Room se déclenche et nous met face à une conversation post-mortem dans laquelle la cible assassinée révèle dans un dernier souffle de vie ses intentions, parfois bonnes ou mauvaises. Mais c'est une manière pour le défunt de quitter ce monde en paix avec ses croyances. Pourquoi je vous en parle que maintenant alors que j'ai déjà fait une vidéo sur Assassin's Creed Odyssey? La réponse est simple, il n'y en avait pas dans Odyssey. Fin. Et donc après avoir achevé Medunamun, vous l'aurez compris, c'est l'heure des confessions. Mais cette White Room est très différente de celle qu'on peut trouver dans le reste de la licence, parce que elle est coupée d'un flashback jouable qui nous raconte le passé de Bayek. On y apprend qu'il a un fils du nom de Kemu, un enfant peureux mais qui veut faire ses preuves pour faire honneur à son père et pouvoir devenir Medjay un jour à son tour. Mais leur paix sera troublée par l'arrivée de l'ordre. Ces derniers cherchent à percer le mystère d'une étrange crypte à Siwa. Et selon eux, qui connaît l'endroit et ses légendes mieux que son Medjay? Personne. Malheureusement pour Bayek, il n'en sait rien, et ce malgré les membres de l'ordre qui se font de plus en plus menaçants. Mais en essayant de les combattre, un des membres envoie Bayek sur son fils et dans sa chute, il plantera un couteau dans son cœur. C'est comme ça que la quête de vengeance de Bayek contre les membres de l'ordre commence. Et pour ne jamais oublier, il conservera un pendentif en forme de crâne d'aigle que son fils chérissait particulièrement. Mais pour le joueur, tout ça ne fait que commencer. Siwa étant désormais hors de danger, Bayek se rend à Alexandrie pour y retrouver quelqu'un, une certaine Aya. Si vous avez vu la précédente vidéo, alors vous savez qu'il s'agit d'Aya d'Alexandrie, une figure clé de ce jeu qui s'avère également être une descendante directe de Cassandra. C'est également la femme de Bayek et la mère de leur fils Kemu. Elle aussi traque de son côté l'ordre des anciens pour leur faire payer la mort de leur enfant. Mais Aya doit demeurer cachée. En assassinant Actéon, dit le vautour, et Ctésos, dit le bélier, un autre membre de l'ordre basqué la surprend et met tous les gardes d'Alexandrie à ses trousses. Mais elle put s'en sortir grâce à ses nombreuses connaissances. Mais maintenant, il y a un autre membre de l'ordre à traquer à Alexandrie, le serpent. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est à la cour royale de Ptolémée. Mais avant ça, Aya a un cadeau pour Bayek. On ignore comment, mais plusieurs générations plus tard, la lame secrète de Darius se retrouve entre les mains de Cléopâtre qui l'offre à Aya, qui à son tour l'offrira à Bayek. Cependant, Aya ne sachant pas comment cet objet légendaire se porte, elle l'équipe sur l'avant-bras intérieur de Bayek en lui rappelant bien d'ouvrir la main avant de s'en servir. On ne sait jamais. Dans un premier temps, Bayek part s'occuper de Gennadios, un Phylakitai d'Alexandrie allié à l'ordre des anciens sans en faire partie. Dans sa White Room, il expliquera à Bayek que sa mort n'a pas de sens. Aya a commis un meurtre et c'est son devoir en tant que Phylakitai de rendre la justice. Mais avant de mourir, il met Bayek en garde. Tous les Phylakès d'Égypte seront désormais à ses trousses. Pour faire un petit point historique, les Phylakitai étaient une ancienne force de police paramilitaire égyptienne qui opérait dans tout le royaume afin de maintenir l'ordre et assurer la bonne application des lois du pharaon. Maintenant que ce danger est écarté, Bayek se rend au palais pour mener son enquête pour découvrir qui est le dernier membre de l'ordre dans cette ville. Ses recherches le mèneront jusqu'à Eudoros, un scribe royal grec qui passe le plus clair de son temps au bain. Bayek va pouvoir essayer sa nouvelle arme, mais dans la hâte, il enclenche le système de la lame secrète pour tuer Eudoros alors que son poing a été fermé, ce qui causera la mort du scribe, mais au prix de son annulaire. Aya l'avait pourtant prévenu. Dans sa White Room, Eudoros apprend à Bayek que ce n'est pas lui le
serpent, ce qui lui fait comprendre que son combat est loin d'être terminé. En réalité, Eudoro c'est l'hippopotame, mais il n'empêche que cela fait un membre de l'ordre en moins à souiller la terre d'Égypte. Il existe une phrase que j'aime vraiment beaucoup qui est « plus tu penses en savoir et moins tu en sais ». Cette phrase c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Je vous laisserai aller voir par vous-même de quoi il s'agit. Si je vous parle de ça, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, c'est exactement ce à quoi fait face Bayek. Lui qui était persuadé qu'Eudoro c'était le dernier membre de l'ordre, caché sous l'identité du serpent, se rend compte que les racines de cet ordre sont bien plus profondes qu'il n'y paraît et que ses membres sont beaucoup plus nombreux. Alors que Bayek est perdu dans ses pensées, Aya lui apprend que s'il a des questions, alors Apollodorus, conseiller de Cléopâtre, a les réponses. Bayek part donc à sa rencontre. Il y fera la rencontre de Cléopâtre VII qui lui apportera des précisions sur l'ordre et ses agissements. Bayek a désormais de nouveaux ennemis, le scarabée, la hyène, le lézard et le crocodile. Bayek, qui n'était plus le Medjay de personne, décide de devenir celui de Cléopâtre et agira en son nom pour traquer le reste de l'ordre. Tout d'abord, Bayek se rend à Saïs pour y trouver des indices sur celui qui se fait appeler le scarabée, un être dangereux qui arrache la langue de ses victimes ou les fait enterrer vivantes dans le désert. Pour ce faire, Bayek s'alliera à la personne la plus puissante de la région, un homme du nom de Taharqa dont le beau-père s'est vu privé de sa langue par le scarabée. Ce dernier a un grand projet. Il réunit un grand nombre de personnes avec lesquelles il cherche à déterrer la ville de Létopolis pour pouvoir la rendre habitable. Le travail très pénible ne s'arrange pas lorsque les bandits du désert cherchent à piller et à tuer. C'est lors d'un repas auquel est invité Bayek que Taharqa lui révélera sa véritable nature, celle du scarabée, en piégeant sa nourriture pour qu'il tombe inconscient. C'est alors que Bayek se réveille au milieu du désert, le corps enterré dans le sable. Petite anecdote d'ailleurs, sachez qu'à la base, selon deux personnes qui ont travaillé sur le jeu, Bayek devait mourir à ce moment-là, faisant ainsi d'Aya le personnage principal avant de le faire revenir sous la forme d'une momie dans le DLC La colère de Pharaon. Une idée qui sera abandonnée pour ne laisser que Bayek comme héros principal. C'est avec l'aide de Sénou et avec beaucoup de chance que Bayek se sortira du sable avant d'aller à la rencontre du scarabée qui rendra l'âme sous le regard de sa femme et de son fils, et un membre de l'ordre en moins. La prochaine destination de notre Medjay est Gizeh pour y débusquer la hyène. On apprend grâce à un contact d'Apollodorus qu'il s'agit d'une femme du nom de Calisette, constamment à la recherche de cristaux brillants appelés silice. Mais pourquoi ? Pour le découvrir, Bayek se rend au campement de la hyène et y découvre un plan indiquant l'emplacement d'un lieu qui se situe sous l'une des pyramides de Gizeh. C'est là qu'il la trouvera. Sur place, un lieu issu de la première civilisation avec en son centre un sarcophage contenant le corps d'un enfant. Calisette fait alors son entrée et annonce qu'il s'agit de son enfant qu'elle cherche à ramener à la vie. C'est alors que s'ensuit un combat en pleine tempête de sable qui coûtera la vie de la hyène. Encore un membre en moins. Pour découvrir l'identité du lézard, Bayek se rendra à Memphis où il fera la rencontre de Pachirepta, le grand prêtre du temple de Ptah. Mais ce dernier a ses propres problèmes. Sa femme ne parvient pas à donner la ville est envahie par la puanteur et la maladie, et le taureau Apis est très malade. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois un prêtre qui affirme avec crainte que ses dieux l'ont abandonné, ça me fait réaliser à quel point la situation est grave, surtout pour un seul prêtre qui ne sait pas quoi dire aux habitants qui viennent lui demander conseil. Après une visite chez le clairvoyant local et une enquête bien menée, notre Medjay comprend que la femme du grand prêtre a été empoisonnée et que l'empoisonneur est leur cible, le lézard, qui n'est autre qu'un des prêtres du temple du nom d'Etepi. Bayek le reconnaîtra à sa toux et lui ôtera la vie. Le lézard n'est plus. La prochaine cible sur la liste est le crocodile dans le Fayoum. Mais d'abord, le Medjay fera la rencontre d'Otefres, un informateur grec qui pourrait l'aider à découvrir l'identité du crocodile à l'aide d'un registre qui contient les informations dont Bayek a besoin. Mais c'est la famille d'Otefres qui le détient, une égyptienne du nom de Kenout et leur fille du nom de Shadia, qui guidera Bayek là où se trouve le registre. Mais Bayek commettra la plus grosse erreur de sa vie. Sans savoir de quoi il s'agissait, la petite Shadia s'était emparée du registre qui pouvait mettre en péril l'anonymat de la personne la plus puissante du Fayoum, et Bayek ne le découvrira qu'après l'avoir renvoyé seul auprès de sa mère. Il faut faire vite avant qu'il n'arrive un malheur. Trop tard. À son arrivée au phare, Bayek découvre Kenout en pleurs en regardant le fleuve. Un moment tragique qui rappellera de manière brutale à Bayek pourquoi et pour qui il se bat contre cet ordre qui n'hésite pas à s'en prendre même aux plus faibles pour asseoir leur domination. L'enquête de Bayek se poursuit à l'arène de Crocodilopolis car la description des personnes responsables de la mort de Shadia est étrangement similaire à celle de deux gladiateurs qui se font appeler les frères gaulois. Après s'être hissé au sommet de l'arène par ses talents de combattant, Bayek obtiendra le nom du crocodile de la bouche des frères gaulois, un mécène grec du nom de Béréniké. C'est elle qui a fait noyer la petite Shadia, et c'est chez elle que Bayek la retrouvera, et c'est dans sa White Room vengeresse pleine d'amertume qu'elle rendra l'âme. Après avoir enfin rayé le dernier nom de la liste, Bayek ira rendre compte à Cléopâtre qui l'informera de l'existence de deux nouveaux membres de l'ordre, Lucius Septimus dit le chacal et Potinus dit le scorpion. C'est un cycle sans fin. Pour citer Connor Kenway, chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin à travers le monde et les âges, et c'est ce constat qui poussa Cassandra des années auparavant à abandonner son fils aux mains de son beau-père Darius. Quoi qu'il arrive, l'ordre se relève toujours. Pour mettre la main sur Septimus, Bayek enquêtera sur un certain Venator qui serait un Gabinien à son service. Les Gabiniens ou Gabiniani étaient une force armée de 2000 Romains déployés en Égypte pour y renforcer le règne de Ptolémée XII et père de Ptolémée XIII qui profitera comme son père des services de ces guerriers romains. Bayek trouve l'endroit où vit Venator et part à sa recherche. Mais arrivé chez lui, ce dernier n'y était pas. Mais notre Medjay fait une autre découverte. Venator est à l'origine de tout un plan visant à assassiner Cléopâtre à l'aide d'un incendie et d'un archer placé en hauteur. Mais malheureusement pour eux, Bayek tuera ce projet dans l'œuf avant de retrouver Aya aux côtés de Cléopâtre. Mais leur plan ayant échoué, les hommes de Venator passeront
passeront à un affrontement direct pour ôter la vie de la reine qui menace le règne de l'actuel pharaon. C'en est assez. Pour Cléopâtre, la guerre n'a que trop duré et elle veut son trône. Elle chargera donc Bayek et Aïa d'aller annoncer sa venue à Pompée. Pompée était un militaire et un homme d'état romain qui a su s'élever dans l'aristocratie avant de s'illustrer militairement en remportant un grand nombre de victoires pour Rome. Il entrera plus tard en guerre civile contre César qui sera qualifié par les sénateurs d'ennemi public. Après avoir perdu contre César durant la bataille de Pharsale, Pompée se réfugiera en Égypte où il sera assassiné sur ordre de Ptolémée. Maintenant que le contexte autour de ce personnage est posé, revenons-en à l'histoire. Après avoir coulé les forces de Ptolémée, Aïa et Bayek conduisent Cléopâtre à Alexandrie pour y rencontrer César. En gage de bonne foi envers lui, Cléopâtre chargera Aïa et Bayek de trouver un moyen d'accéder au tombeau d'Alexandre le Grand pour le faire visiter à César. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alexandre le Grand était un roi de Macédoine, fils de Philippe II et élève d'Aristote. Il est devenu l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité en tant que conquérant en prenant possession de l'immense empire perse. Il est également le fondateur de la ville d'Alexandrie en Égypte. Il a donc été roi de Macédoine, roi de Perse et pharaon d'Égypte. Beau palmarès, vraiment. Bon, sans trop de soucis, les deux Medjay atteignent le tombeau et ouvrent le passage à Cléopâtre et César. Mais l'instant est interrompu par Flavius, un garde proche de César, qui annonce que des Romains ont été capturés par Ptolémée, qu'il a encore en travers de la gorge de s'être fait voler César. C'est alors qu'Aïa découvre que Septimius prépare un plan pour piéger Cléopâtre, mais César propose de brûler le port directement pour combattre Septimius et ses hommes. Aïa escaladera le célèbre phare d'Alexandrie pour déclencher un signal visant à indiquer à la flotte qu'il faut attaquer, pendant que César et Bayek combattent les forces de Septimius, dont un éléphant de guerre. Pendant le combat, un soldat romain révèle l'emplacement de Pothinus et Bayek s'y rend seul. Sur place, Bayek devra combattre Pothinus qui lui est placé sur un éléphant de guerre. Il réussira à le vaincre après un combat incroyable. Il ne reste plus que Septimius, dernier membre de l'ordre qui se trouve dans un village non loin. Ça y est, après plus d'un an de traque sans fin, Bayek engage le combat contre l'homme qui lui a pris son fils. Le combat est dur mais interrompu par César qui décidera que Septimius, étant un Romain, devra être jugé par les lois de Rome. Mais Bayek, ne voulant rien savoir, s'acharne sur lui avant d'être séparé par les hommes de César. En parallèle, Aïa assistera à la mort de Ptolémée qui sera dévoré par des crocodiles. 2 semaines plus tard, Cléopâtre est couronné et devient pharaon aux côtés de César qui est accompagné par Septimius. Aïa et Bayek ont été trahis par ces dirigeants qui ont tant profité de leur service. Le même jour, dans le quartier populaire d'Alexandrie, une réunion a lieu avec Bayek, Aïa et leurs alliés rencontrés au fil de l'aventure. La réunion sera interrompue par Bayek qui, maintenant plein de sagesse, en fera part à ses alliés. Il explique que la vengeance l'a poussé à agir de manière violente et aveugle, et qu'un tel comportement, au lieu d'affaiblir l'ordre, n'a fait que le rendre plus fort. Nous y voilà. Bayek emploie enfin le terme de confrérie. Par ces mots, le Medjay pose les premières briques de ce que sera la confrérie des assassins. Mais pour le moment, l'heure est grave. Septimius s'est emparé du bâton d'Alexandre le Grand qui n'est autre qu'un artefact permettant d'ouvrir la mystérieuse crypte de Siwa dont on a parlé au début. Bayek et Aïa se rendent donc au tombeau d'Alexandre le Grand et y trouvent Apollodorus à l'article de la mort. Lui aussi a été trahi par Cléopâtre. Lui qui a été si proche d'elle depuis autant d'années se retrouve là mourant aux côtés de Bayek et d'Aïa. Ce dernier avant de mourir fait des révélations troublantes. L'orbe que détenait Bayek, qui est un artefact de la première civilisation, a été dérobé. Le véritable responsable de la mort du fils de Bayek et d'Aïa est Flavius, le garde proche de César, et ils se dirigent tous à Siwa pour y ouvrir la fameuse crypte. Pas de temps à perdre, il faut retourner là où tout a commencé. Une fois sur place, la mort règne et Rabia, une amie de Bayek, lui demande de se dépêcher car Hebzepha les combat seul. Après avoir terrassé un grand nombre de soldats romains, Bayek et Aïa arrivent à la crypte qui s'ouvre devant eux. À l'intérieur, un globe terrestre en hologramme indique des positions à travers le monde. Pour l'explication, cette carte indique par des points lumineux la position d'autres artefacts de la première civilisation que l'ordre va chercher à retrouver. Mais nos deux Medjay n'y comprennent rien. On parle d'une époque où les cartes du monde sont très peu précises et où personne ne sait que la Terre est ronde. À cette époque, personne, mais absolument personne n'a même la moindre idée que le continent américain existe. Mais la découverte laisse place au deuil lorsque Bayek découvre le corps sans vie de son meilleur ami Hebzepha dans la crypte. Un héros courageux qui aura donné sa vie pour défendre son pays et ses habitants. Un choc si déchirant que pour la première fois dans l'histoire du jeu, Bayek mettra en pause sa traque pour pouvoir faire ses adieux à son meilleur ami en lui offrant de véritables funérailles. Après cela, Bayek apprend que Flavius est parti pour Cyrène, qui est une ville grecque puis romaine qui se trouve dans l'actuelle Libye, tandis que Septimius lui est à Alexandrie. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Bayek ira à Cyrène et Aïa à Alexandrie pour rendre la justice. Le combat contre Flavius sera rude car ce dernier utilise l'orbe de la première civilisation au combat. Cet artefact lui permet de donner des hallucinations à Bayek, lui faisant croire que des fantômes l'attaquent et qu'il est capable de disparaître à la Naruto. Mais cela ne suffira pas, et Bayek vaincra l'homme qui se fait appeler le lion. Mais Bayek ne peut pas se résoudre à finir le travail. À ce moment-là, son fils fait son apparition pour lui donner la force qu'il lui faut pour avancer, jusqu'au jour où ils pourront se retrouver. Au moment d'annoncer la nouvelle à Aïa, cette dernière lui apprend qu'elle doit se rendre à Rome avec ses deux nouveaux associés, Brutus et Cassius, des Romains qui partagent la même cause qu'Aïa, pour y retrouver Septimius et le tuer. C'est à ce moment-là que démarre l'une des cinématiques la plus importante de tout le lore, et je vous laisse en profiter. Nos victoires s'accumulent, mais notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts.
devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froids, calculateurs, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek de Siwa. En quoi crois-tu? Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. Ça y est, c'est officiel. Bayek et Aya décident d'abandonner leur amour pour l'autre au profit du bien commun et fondent une nouvelle confrérie autour de leur nouveau credo. Ainsi, ils deviennent ceux qu'on ne voit pas, qui est la première incarnation connue de ce que deviendra plus tard la confrérie des assassins. Désormais, ils œuvreront dans l'ombre au nom de la lumière. Si l'ordre des anciens décide de se cacher dans l'ombre des dirigeants de ce monde, alors ceux qu'on ne voit pas, eux, se cachent dans l'ombre du peuple qu'ils défendent, en jurant de le répandre à travers le monde pour que cette idéologie perdure à jamais. C'est ainsi, sur cette petite plage, qu'Aya et Bayek se quittèrent. Une fois à Rome, Aya assassinera Septimus et César, qui n'est autre que le chef actuel de l'ordre des anciens. Pour finir, Aya abandonnera son identité pour vivre pleinement dans l'ombre sous l'identité d'Amunet, qui est une version féminine du nom du dieu égyptien Amon. De nombreuses personnes rejoignirent le nouveau credo de Bayek. Ce dernier adoptera la lame secrète comme arme emblématique et la capuche comme manière de se cacher le visage. En signe de fidélité, toutes les personnes qui rejoignent la confrérie décident de se couper l'annulaire. Ce qui était autrefois une erreur de Bayek qui ne savait pas utiliser la lame secrète est devenu un symbole de loyauté qui continuera dans le temps. Désormais, il protège le peuple dans l'ombre. Pour les petites anecdotes de fin, vous l'aurez remarqué, mais la cinématique nous montre que le légendaire symbole de la confrérie des assassins n'est autre que la forme du crâne d'un aigle. L'aigle étant d'ailleurs l'animal symbole et emblématique de la confrérie. D'ailleurs, tout comme Darius, Aya aura également le droit à sa statue dans la Villa Auditore dans Assassin's Creed 2 en reconnaissance pour ses talents de maître assassin. Et voilà. C'est comme ça que se termine le scénario de ce qui est selon moi le meilleur jeu vidéo de l'histoire. Vous avez le droit de penser que je dis n'importe quoi, mais à mes yeux la narration de ce jeu est tout simplement parfaite. L'évolution de Bayek qui passe de fou en quête de vengeance à un homme sage et accompli qui vous savez à la protection du peuple, c'est parfait. Mais ce n'est pas fini. L'histoire de Bayek continuera dans les 2 DLC de ce jeu intitulés La colère de Pharaon et Ceux qu'on ne voit pas. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo sur le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je cherche toujours à m'améliorer. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont vu la vidéo précédente et qui l'ont commenté, et qui se sont abonnés aussi d'ailleurs, ça me donne grave envie de continuer comme ça. Sur ce, je vous dis au revoir et souvenez-vous, rien n'est vrai, tout est permis.